Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui on vous propose un sujet peu traité dans le cadre de nos chroniques. Aujourd'hui place à un petit voyage au sein de l'Arctique russe pour parler énergie avec le méga chantier d'exploitation de gaz naturel Arctic GNL 2 sur la péninsule de Gidane en face de celle de Yamal au-delà du cercle polaire arctique. Les infrastructures gazières sont situées à l'intérieur du golfe de l'Ob. L'Ob, un des 3 grands fleuves sibériens avec l'Ienisseï et la Lena situés eux plus à l'est. Mais avant de développer ce sujet, quelques mots sur les régions arctiques. Ce sont des régions qui sont bien sûr connues pour ces périodes prolongées de jours continus en été et d'obscurité constante pendant l'hiver. Ce sont des régions sentinelles du changement climatique. En effet, la fonte des glaces de mer et continentale provoque une amplification du réchauffement ainsi qu'une élévation du niveau de la mer. Cette élévation uniquement due à la fonte des glaces continentales et pas aux glaces de mer. Enfin, ce sont des régions où les activités industrielles des grandes puissances bordières, on peut penser évidemment à la Russie ou aux États-Unis ou au Canada aussi, entrent localement en conflit d'usage avec les activités et modes de vie des nombreuses populations autochtones qui composent le paysage culturel de l'Arctique. Et l'exemple de ce projet gazier en Sibérie est très révélateur. Alors avant de parler de ce projet, peux-tu nous dire quelques mots sur l'exploitation du gaz naturel dans le monde ? Oui, bien sûr. Rappelons tout d'abord quelques chiffres sur le gaz naturel et ses débouchés. C'est une énergie fossile exploitée à 30% pour le chauffage, également à 30% pour l'exploitation des fours industriels et enfin à hauteur de 40% pour la production d'électricité. Le gaz naturel assure d'ailleurs environ 23% du mix électrique mondial et génère environ 450 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure généré. Pour comparaison, les centrales thermiques au charbon en rejettent 2 fois plus. Les réserves mondiales de gaz naturel sont particulièrement concentrées. On estime que 80% d'entre elles sont entre les mains de seulement 10 pays, dont 40% au Moyen-Orient. Quant à la production, 2 pays seulement en assurent 40%, les États-Unis et bien sûr la Russie. Le projet Arctic GNL 2, qui fait suite à un premier méga-projet Yamal LNG, vise à exploiter les réserves considérables de l'Arctique russe, région qui représente 20% du PIB et des exportations du pays et 10% des ressources liées au pétrole et au gaz de la Russie. Alors quelles sont les capacités de production de ce projet ? Et les capacités de production se chiffrent à environ 20 millions de tonnes par an, soit 535 000 barils équivalent pétrole par jour. Précisons que ce projet trouve le concours de l'entreprise française Total Energy ainsi que de la China National Petroleum Corporation. La Chine, très intéressée pour prendre sa part du gâteau, est de plus en plus investie en Arctique, que ce soit pour l'énergie, pour le commerce, pour tout un tas de choses. Alors, tu as parlé de GNL au tout début de ton sujet. Qu'est-ce que exactement ? Le GNL est du gaz naturel liquéfié. Lorsqu'on ne peut pas transporter le gaz par gazoduc faute d'infrastructures disponibles ou parce qu'on est tout simplement trop loin, on peut refroidir le gaz à une température de moins 162 degrés pour le liquéfier et ainsi le transporter par bateau, plus précisément par des méthaniers. Le gaz transporté étant très majoritairement du méthane. Une fois arrivé à bon port, c'est le cas de le dire, le gaz liquéfié est regazéifié pour être injecté dans le réseau. Cependant, il faut avoir suffisamment de terminaux méthaniers pour assurer cette fameuse transformation. Et tu as également parlé de conflit d'usage à propos de ce projet gazier. Qu'en est-il ? Eh bien, on parle de conflit d'usage lorsque sur un territoire, des acteurs exploitent une ressource dont les usages sont différents et incompatibles entre eux, on va dire. Tu te souviens bien sûr du film De l'eau jaillit le feu qu'on avait passé dans le cadre de nos soirées climat et biodiversité, qui évoquait le conflit d'usage autour de l'eau dans la région du Marais Poitevin, menacée d'assèchement et donc de perte de biodiversité en raison de la ponction de grandes quantités d'eau pour soutenir une agriculture du maïs. Et bien dans le cadre du projet gazier en Sibérie, un conflit d'usage est généré entre les acteurs du projet et la population autochtone nomade et millénaire des Nénètes. En effet, l'implantation de lourdes infrastructures sur le sol gelé de ce petit coin de Sibérie occidentale perturbe les chemins de migration des rennes que les Nénètes élèvent. Il en va de même en Alaska pour le peuple Gwich'in en raison de l'exploitation pétrolière américaine.
Ainsi, concilier les intérêts des grandes puissances bordières du Grand Nord avec ceux des populations autochtones est un enjeu de taille en Arctique qui, contrairement à l'Antarctique, n'est pas protégé par une loi interdisant de nombreuses activités humaines. Et quand on regarde les ressources de l'Arctique, on comprend un peu pourquoi. Donc l'Arctique devient vraiment un enjeu géopolitique majeur pour les grandes puissances au détriment des populations autochtones et aussi de la biodiversité. Tout à fait. Et avec la fonte de la banquise, il y a un enjeu aussi commercial de faire passer par exemple des bateaux, des porte-conteneurs dans le Grand Nord pour gagner du temps. D'accord. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions d'Agir pour tous ? Oui, bien sûr. Alors, nous nous retrouvons jeudi 23 janvier à 20h au cinéma Le Scénario de Bain de Bretagne pour la projection du documentaire Food Cop. Donc, la Park Slope Food Cop a vu le jour à Brooklyn en 1973, donc ça ne rajeunit pas. Non. Quelques utopistes ont décidé de monter un supermarché coopératif dans leur quartier. La plus belle expérience sociale des États-Unis et une mauvaise nouvelle pour la grande distribution au pays du capitalisme sauvage. L'équipe Agir pour tous animera le débat avec l'épicerie coopérative bio de Nozay. Et quelles sont les nouvelles sur les balades et ateliers nature ? Alors le programme est plus léger pendant l'hiver et cette période surtout de pluie intense. Ouf. Nos prochains rendez-vous, alors pendant tout le mois de janvier, Isabelle vous accueille à l'abri quand même au Jardin des Merveilles au Châtelier pour des ateliers de vannerie sauvage, pour créer votre panier en osier en quelques séances. En février, Isabelle toujours vous propose des balades découvertes des plantes comestibles. Et en mars, eh bien, vous pouvez dès à présent réserver avec Renan un stage d'art des bois ou bushcraft à Saint-Jacques-de-la-Lande. Et vous pouvez retrouver toutes ces dates sur notre site agirpourtous.org. Et pour la forêt comestible à Bain-de-Bretagne, comment avancent les fameuses plantations ? Alors, notre second rendez-vous de plantation s'est déroulé le samedi 18 janvier pour une nouvelle livraison de végétaux, abricotiers, agrumes rustiques, grenadiers, figuiers et fruitières. Et les vignes et agrumes seront plantés au printemps, ainsi que les saules pour former notre tipi. C'est vrai. Et quelles sont les nouvelles du projet Mobilité pour tous ? L'équipe dédiée Agir pour tous. Bien sûr. Et nos agences avançons sur la rédaction des différentes pages et leur intégration sur le site. Les échanges avec les partenaires potentiels se poursuivent. Institutionnels, opérateurs de transport en commun et de mobilité douce, réseaux d'enseignes de commerce ou services, acteurs de l'environnement, tourisme et services sociaux. Il est bien sûr encore possible de nous rejoindre comme partenaires sur ce projet. Bien sûr. Nous lançons dès le mois de janvier une double étude sur le territoire des Vallons de Vilaine, effectivement l'une qualitative sous forme d'interview en partenariat avec Radio Laser pour mieux connaître les usages et attentes des citoyens concernant leur mobilité quotidienne, et l'autre quantitative réalisée sur le réseau social Facebook qui permettra d'obtenir des données plus complètes par commune et selon plusieurs critères sociodémographiques. Enfin, nous travaillons sur notre campagne de communication pour le lancement de Mobilité pour tous au mois de mars, affiches, flyers, réseaux sociaux. Et autre sujet, je crois que tu as rencontré cette semaine un spécialiste des oiseaux sur notre territoire. Oui, je suis allé à la rencontre de Patrice, l'un des fondateurs de l'association Falco de Saint-Malo-de-Filly, pour lui poser quelques questions. Écoutons-le. Bonjour Patrice, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Patrice Vanier, je suis passionné d'ornithologie depuis ma plus tendre enfance et je suis membre de la Ligue pour la protection depuis quelques décennies maintenant. Et qu'en est-il de l'association Falco ? Alors, l'association Falco, j'en suis membre fondateur, je suis l'un des membres fondateurs. C'est une association qui existe depuis 2016 et qui s'est créée suite à la découverte sur Saint-Malo-de-Filly, sur l'ancienne carrière de Saint-Malo-de-Filly, d'un couple de faucons pèlerins. Il y a d'abord eu le mâle en 2011, la femelle en 2013 qui est arrivée, et le couple s'est reproduit avec succès à partir de 2014. Et donc ces reproductions continuent, même si les membres du couple ne sont plus les mêmes. Et quelques passionnés d'ornithologie ont suivi
attentivement ces reproductions, et ça aboutit à la création de l'association Falco, qui a plutôt vocation localement à, bien sûr, avec cette espèce emblématique du faucon pèlerin, de faire une information et une éducation à l'environnement, mais aussi à permettre à des gens localement, sur certains sites, à 30 km à la ronde, de découvrir les plaisirs de l'ornithologie. Constatez-vous une perte de biodiversité sur notre territoire ? Alors, sur notre territoire, si l'on considère les bois et forêts, les rares massifs forestiers qui existent, et les bois dans leur ensemble, la perte de biodiversité, en tout cas en avifaune, parce que c'est la partie qui me concerne, elle est relativement modérée. Il y a une tendance à la baisse, mais légère. Par contre, dans d'autres milieux, donc tous les milieux ouverts, et même dans les hameaux à la campagne, on constate une très nette disparition de la biodiversité. Alors je vais citer 2 chiffres quand même. Depuis 30 ans, 30% des effectifs d'oiseaux ont disparu. C'est quand même considérable et on peut arriver pour certaines espèces à 80% de disparition en 30 ans. 80% des insectes ont également disparu en 30 ans. Quand on sait le lien fort entre la biomasse en insectes et les passereaux qui se nourrissent de ces insectes, au moins pour la reproduction de leurs jeunes, ça peut expliquer aussi la raréfaction des effectifs d'oiseaux ou d'espèces d'oiseaux particulière. Alors on a aussi une disparition des habitats, une agriculture intensive qui traite les sols. Tous ces problèmes-là font que les espèces ont tendance à effectivement diminuer en effectif et pour certaines espèces à régresser considérablement. Oui, il y a aussi la disparition des haies bocagères, ou en tout cas leur diminution. Bien sûr, les haies qui disparaissent, bien que le conseil départemental encourage des agriculteurs à replanter des haies, mais la disparition des haies, l'artificialisation des sols, il y a un groupe de paramètres importants qui fait que nos oiseaux sont de plus en plus rares dans les campagnes. Alors je peux même faire une comparaison parce que je suis 5 fermes en bio depuis 5 années maintenant, dans lesquelles, par contre, on constate que l'avifaune, pour ne parler que de l'avifaune, se porte très bien. Elle se porte bien parce que justement, on a planté des haies, on a entretenu les arbres, on a gardé les vieux arbres, on fait tout, et bien sûr, on ne traite pas les sols, et on fait tout pour que la biodiversité fonctionne, et c'est tout l'intérêt de l'agriculteur. Eh bien, Patrice, merci beaucoup pour ces informations, et sûrement à bientôt. Merci, à bientôt. Et est-ce que tu peux nous parler de la participation d'Agir pour tous à la grande tombola des associations organisées par le Crédit Mutuel de Bretagne? Des choses à dire apparemment. Tu découvres. Hein. Je découvre en même temps là. Eh bien écoute, bien sûr, le principe est simple. La grande tombola est organisée en ligne sur le site kengo.bzh. Tout le monde peut y participer en achetant entre le 7 janvier et le 25 mars un ou plusieurs tickets de tombola à 1,50 €. Donc quand même très raisonnable. Pour chaque billet vendu, 1,35 € est reversé à l'association. Et surtout, la tombola est très richement dotée puisqu'il y a 464 lots à gagner pour une valeur totale de plus de 90 000 €. Et cette année, la dotation de la tombola reflète son caractère éco-responsable. Scooters électriques, vélos électriques, panneaux solaires sont à gagner, ainsi que bien d'autres lots. Vous pouvez participer à la grande tombola sur notre site internet et la retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn. Impeccable. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr, tu peux le faire directement sur notre site internet agirpourtous.org ou via le site de Radio Laser. Podcast, les patates chaudes sont à l'antenne. Impeccable, et bien à bientôt Pierre-Emmanuel. Au revoir Quentin. Au revoir.